7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Alors si vous étiez, allez, admettons, à la place d'Emmanuel Macron, alors évidemment vous n'avez pas toutes les infos, mais on a des tendances quand même sur l'augmentation des contaminations et des risques avec le variant. Si vous étiez donc à la place du chef de l'État, dimanche soir 20h, vous iriez vers un reconfinement ou pas? Déjà on n'en serait pas là, parce que j'aurais pas fait la même politique. Ouais. Depuis des années, notamment vis-à-vis de l'hôpital public qui manque toujours de moyens, et sur lequel on prévoit toujours, les Français le savent peut-être pas, de supprimer des lits. Ça va peut-être vous paraître aberrant, comme mais moi, ça a manqué de partout. Et ben, les plans prévus pour les années à venir prévoient toujours de supprimer des lits, notamment, comme ça je le place tout de suite, l'hôpital Grand Paris Nord dans ma circonscription à Saint-Ouen qui remplacerait Bichat et Beaujon avec 300 lits supprimés, ce qui est connu une aberration. Donc j'aurais pas fait sa politique. Mais bon, je vais répondre à votre question parce que qu'est-ce que je ferais très franchement, là où ils en sont aujourd'hui, c'est-à-dire vu la politique qui a été menée, je ne sais pas s'il y a d'autres possibilités en urgence qu'un confinement. Mais une chose est certaine, on ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. C'est plus supportable. Je ne sais pas, vous parlez comme moi aux gens. Là, il y avait Sabine qui était juste avant vous, là, qui le disait. Ils en ont ras-le-bol. Et ils ont raison. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous ne sommes pas faits uniquement pour partir le matin au travail, pour rentrer le soir, ne pas voir d'autres gens, ne pas avoir des relations sociales. Ne pas non plus sortir pour nous cultiver, ce qui est aussi un secteur économique par ailleurs. Donc c'est pas supportable longtemps. Donc moi ce que je ferais, c'est que j'enlèverais la loi sur le séparatisme. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que c'est pas le sujet de ce matin. Oui, mais des critiques. Oui. Et en plus, à mon avis, c'est vraiment pas l'urgence. Et j'installerai un vrai débat au Parlement sur une loi sur la stratégie sanitaire. J'écouterai un peu les oppositions. Nous, on a des propositions, je vais y venir, qui pourraient peut-être être finalement avoir des idées, au lieu de leur dire vous êtes là pour vous opposer, au lieu de leur dire comme ça va être fait. Alors, on annonce des choses dimanche, puis on fait mine de voter le lundi, alors que les choses ont déjà été appliquées. Voilà, bon. Donc je ferai ça, et nous, par exemple, on proposerait à ce moment-là un système. Alors, je vais vite l'expliquer. Alors, non, mais juste, quand même, on va y revenir dans un instant, mais sur ce que vous disiez là, vous seriez quand même plutôt favorable à un reconfinement, mais version mois d'octobre ou alors mois de mars? Moi, je ne suis pas au gouvernement. Non, mais je sais, mais parfois... Moi, je suis pour qu'on en arrête avec les confinements dans les mois à venir. Oui, d'accord. Les soignants nous disent, là, on en a vraiment besoin parce qu'on est à 60% des capacités à nouveau d'occupation des lits. La variante anglaise se développe, inévitable. Donc, on en a vraiment besoin. Bon, si on a besoin de 2-3 semaines, pourquoi pas? Je veux dire, on allonge les vacances scolaires, par exemple, et puis... faisons. Ça, c'est le gouvernement qui a la main là-dessus. Non, mais vous pouvez faire des propositions. Si le gouvernement, depuis des mois, avait procédé autrement, on n'en serait pas là. Au lieu, par exemple, de cet imbécile couvre-feu qui fait que... on fait exactement l'inverse de ce qui devrait être fait. On invite les gens entre 17 et 18 heures, en gros, à aller tous ensemble dans les transports. Moi, le jour, j'ai pris la ligne 13 de métro pour aller dans ma circonscription, bondée à 17h45, remplie de monde, d'accord? Au lieu d'aller tous dans les magasins. On ne parle pas, hein, vous avez vu, il ne faut pas parler. Tiens, vous avez remarqué, au début, on nous disait il n'y a pas de risque dans les métros. Maintenant, on nous disait il ne faut pas parler. Donc, je n'aurais pas procédé ainsi. Et donc, maintenant, il est urgent de réfléchir parce que vaccin ou pas, on en a pour au minimum des mois et des mois. Et on ne va pas continuer comme ça. Donc, nous, on propose... Je vous le dis vite fait. Un système d'organisation par rotation. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je sais que quand je dis ça, j'ai des gens qui m'ont dit t'es pas très clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on organise la société pour pas tous partir en travail au même temps. Ça peut être organisation au niveau des heures, au niveau voire des jours de travail. Et ça, on peut le dupliquer sur toutes les activités sociales. Deuxièmement, et culturelles et autres. Deuxièmement, on isole, c'est-à-dire qu'on ne contraint pas, mais on propose des... Vous savez, j'étais malade. Oui, bien sûr, il y a un mois, bien sûr. J'ai appris le lendemain que j'avais le Covid. Personne ne m'a proposé des conditions matérielles pour m'isoler. Je l'aurais fait. J'ai pas envie de contaminer ma famille et mes proches. L'autre jour, nous avons été voir l'ARS, l'Agence régionale de santé Île-de-France, qui s'installe sur la circonscription. J'étais avec Castex-Véran, j'interroge un peu en aparté les gens qui font bien leur boulot, qui essayent de... Je leur dis, mais est-ce que vous avez qu'est-ce que vous proposez au niveau de l'isolement, au niveau conditions matérielles? Ils disent, ah bah non, ça, on n'a toujours pas. Moi, je suis pour réquisitionner les hôtels, on défraie les hôteliers, bien évidemment, on en fait des lieux médicalisés et on propose, si quelqu'un est malade, de tout de suite isoler. Je vous assure que ça aurait des conséquences. Et troisièmement, les masques gratuits. Parce que maintenant, on nous dit plus de masques tissus et je vous assure que ça commence à faire très cher. Déjà, si on avançait là-dessus, ça serait un point. Deuxième chose, je suis Macron, je fais un grand plan anti-pauvreté, notamment pour les jeunes, avec un RSA jeune. Parce que là, la jeunesse, elle est en train, véritablement, pas de crever, mais en tout cas, elle est vraiment
très mal. Et certains, malheureusement, en arrivent même au suicide. Parce qu'ils n'ont pas en plus de petits boulots, etc. En parallèle des études, on fait un nouveau plan de relance. Et cette fois-ci, on ne donne pas aux entreprises qui licencient et font des dividendes. Voilà, vous voyez, dans les 3 semaines, c'est ça que je propose à l'Assemblée nationale. C'est trois propositions assez fortes. Et alors, c'est ce que vous allez proposer lundi, parce qu'il va quand même y avoir un débat, c'est ça, sans vote lundi de Jean Castex après. Oui, alors oui. Non, mais c'est le foutage de gueule. Enfin, excusez-moi l'expression. Mais oui, en tout cas du Parlement, de l'Assemblée nationale. Et ça commence véritablement à poser problème. Donc, et d'une part, c'est plus le gouvernement qui décide, c'est un conseil de défense qui a la particularité de ne pas être responsable devant l'Assemblée et dont la composition est à la discrétion du chef de l'État et qui est soumis au secret. C'est quand même plus le gouvernement. Bon. Deuxièmement, on n'a plus de commission d'information. Vous savez qu'elle a été dissoute. La majorité l'a dissout unilatéralement. Et maintenant, on nous dit, après que le chef de l'État certainement ait annoncé les mesures dimanche, vous inquiétez pas, on va débattre le lendemain à l'Assemblée avec un vote. Mais c'est pas ça qu'il faut. Avec un vote. Il y aura un vote à la fin. Donc on va avoir Castex qui va parler. Je suppose que chaque groupe aura droit à 5 minutes. Mais le vote ne changera rien. Non, bien évidemment. Ils ont Mais c'est comme vous savez là, cette fameuse mission. Même s'il y a la majorité. On a refusé d'y être maintenant. Mission parlementaire, etc. À chaque fois, c'est la même chose. Castex réunit les gens. Il leur dit on va faire ça. Les gens parlent. Et puis à la fin, c'est les mesures décidées par Castex. C'est pas comme ça qu'on fait. Et vous le prenez comment alors? Comme une forme de mépris du coup qu'on vous invite? Oui, comme une. Au fond, le Parlement, ils sont obligés d'y passer, mais franchement, s'ils pouvaient s'en passer, ça serait pareil. Et donc, quelque part, ils s'y passent et ils ont une majorité aux ordres qui leur permet de le faire. Encore une fois, ils ne feraient pas d'erreurs, mais ils ont cumulé les erreurs, cumulé les mensonges, cumulé les improvisations. Donc vous n'allez pas le boycotter quand même? Nous, on ne boycotte jamais les réunions à l'Assemblée nationale. Mais on va dire ce qu'on pense, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc là, on a une situation qui est inquiétante. Il y a eu le Vendée Globe là, qui est arrivé. Vous savez que je suis assez féru de voile. Bon, les marins, ils ont un cap, ils savent comment aller au port, etc. Eux, non. Manifestement, ils naviguent à vue et ça commence à vraiment être inquiétant pour le pays. Et sur la vaccination, alors, parce qu'elle patine avec des retards de livraison, notamment d'AstraZeneca, où est la responsabilité? Est-ce qu'il y a besoin davantage de transparence? Le marché. La responsabilité. La France avait un système de santé et de recherche qui faisait notre fierté partout dans le monde. D'accord ? Il y a une quinzaine d'années, il y a Michael Moore, le documentariste américain, qui avait fait un film montrant le système de santé française par rapport à celui américain, mais comme ils ont réussi. Bon, alors heureusement, il y a encore la compétence des gens qui est des soignants et autres, mais ils ont quand même réussi à considérablement faire le système de santé. Et alors la recherche, m'en parlez pas. Ils ont baissé les budgets de la recherche publique. Bilan. La recherche fondamentale, aujourd'hui, manque de tout. Des chercheurs sont obligés de partir aux États-Unis. Et figurez-vous, qu'est-ce que fait la recherche fondamentale? Parce qu'on ne les paye pas assez. Mais parce qu'on ne les paye pas assez. C'est ce qu'ils disent. Et qu'ils travaillent sur projet. Comme quoi, l'économie de marché, ça marche aussi pour certains, puisqu'ils vont gagner de l'argent ailleurs. Peut-être, mais ça ne marche pas. Marche pas pour notre indépendance vis-à-vis de ça et notre soumission au marché et aux intérêts d'autres pays. C'est ça le problème. La recherche, j'en reparle 2 secondes, la recherche fondamentale, elle travaille depuis des années sur le Covid, figurez-vous, sur les dérivés du Covid. Le Covid, c'est pas... Celui-ci, on est à nouveau, mais il y en a eu d'autres précédemment. Et bien, faute d'argent, les chercheurs, ils n'avaient plus d'argent pour chercher. Et parlons pas de Sanofi. Sanofi, quand même, le principal laboratoire français, à qui on a donné 1 milliard d'aides publiques. 1 milliard d'aides publiques, qui annonce là 400 suppressions d'emplois, qui est passé de 11 sites de recherche et développement à 3 bientôt en France, et qui fait des bénéfices terribles pour les actionnaires. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Donc moi, par exemple, je vous le dis, je réclame leur nationalisation. Il faut nationalisation. Un grand pôle... Là maintenant, ça suffit. Il faut un grand pôle public médicaments. Le pôle public avec l'Institut Pasteur, ça ne marche pas. C'est pas un pôle public, l'administration. Non, mais bon, Pasteur, vous le savez. Oui, mais il y a beaucoup de subventions, il y a des aides en fait permettant d'avancer. Peut-être. Justement, il faut des aides au secteur public. Donc il faut qu'il y ait un pôle public du médicament, un pôle public de la recherche, et là-dedans, une entreprise comme Sanofi qui se gave d'argent public pour arriver à licencier pour le plus grand bonheur des actionnaires et le plus grand malheur des salariés et surtout des usagers que nous sommes, eh bien, on nationalise. Oui, l'Europe aussi est responsable. Là, sur ces marchés, l'Europe est responsable sur le passage en fait de contrats pour la vaccination, puisque ça nous dans le sens où on laisse tout à l'Europe. Je vous dis, notre indépendance, c'est-à-dire notre capacité française de produire un vaccin, de produire des médicaments, et puis évidemment à partir de là de coopérer avec d'autres pays, notamment les pays du Sud qui pour l'instant en manquent. Elle est largement amoindrie par les décisions de notre gouvernement. L'Europe
Moi, ce que je remarque simplement, c'est que on me dit, bon, la répartition, c'est parfait, verront la vente et tout ça. Mais ce que je remarque, c'est que les Allemands ont plus de vaccins, par exemple. C'est peut-être pas étonnant, puisqu'ils produisent le vaccin. Donc, voilà, je pense que quelque part, on s'aperçoit à chaque fois que, en réalité, les États continuent à exister dans l'Europe et que, ils ont peut-être des intérêts différents. Oui. Question avec Cécile Ménibus. Cécile. Oui, je vais revenir sur les régionales d'Île-de-France qui seront, j'imagine, un bon baromètre pour vous. Vous partez tous dispersés à gauche, Clémentine Autain, Julien Bayou, avec Audrey Pulvar. Est-ce que l'union est impossible ? Je sais pas. Nous, sur les régionales, on a proposé à d'autres partenaires, notamment Europe Écologie, de faire équipe. Voilà, parce que, en gros, Europe Écologie, on pense qu'on a des grosses différences avec eux, et eux pensent la même chose au niveau d'une campagne nationale sur l'Europe, sur les services publics, sur l'idée d'une république où les lois sont les mêmes pour tout. Enfin, on a beaucoup de différences. Mais pas sur le local. Mais régionalement, on a observé qu'on est capable de faire des choses ensemble. On leur a proposé, ils nous ont dit soit non dans la plupart des cas, soit quand c'était oui derrière eux à chaque fois. Donc ça, c'est pas gérable. Donc du coup, on essaie de partir avec eux. D'ailleurs, on ne sera pas seul. Manifestement, en région Île-de-France, il y a de fortes chances, comme dans d'autres régions, qu'on parte avec le Parti communiste. Peut-être même, j'ai cru comprendre, dans certaines régions, il y a peut-être des chances qu'on parte avec Génération. Et puis surtout, on essaiera de rassembler des acteurs des mobilisations sociales. Donc on va essayer de tenir notre rang, de porter une voix, celle de la rupture, par rapport à la situation actuelle dans les régions. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une union de la gauche en vue de 2022 ? Non, pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Non, mais parce que là, vous parlez d'Europe Écologie Les Verts, du PC, pourquoi pas le PS, qui a du mal à exister ? Mais parce que je vois bien que le Parti Socialiste est en train de préparer, quoi qu'il en soit, que ce soit Madame Hidalgo, Monsieur Cambadélis, qui s'est porté candidat, ou Monsieur Hollande, une candidature qui est dans le droit fil de ce qu'a fait Hollande, c'est-à-dire social-libéral, qui ne rompt pas avec le système dont on pâtit maintenant avec cette crise depuis 30 ans. Et donc, à partir de là, on ne va pas faire semblant d'avoir le même programme. Alors, on verra bien au deuxième tour, mais là, au premier tour, il faut qu'il y ait des choix différents. Et pour ma part, je pense que ce que nous avons eu en 2017, les 19%, c'est un socle. On part plutôt pas mal cette fois-ci. C'est plus bas dans les sondages. Non, mieux dans les sondages, un an et demi avant les élections qu'un an et demi avant. Excusez-moi, mais nous, à chaque fois, on progresse. D'accord. Alors, on était à 8% à la même époque, en 2017, on finit à 19. Si là, cette fois-ci, on est à 11 et pas rectifié, il paraît qu'on est à 14, d'accord, dans pas mal de sondages, on sera au Alors, il y a des candidatures aussi diverses, quoi. Montebourg, par exemple, il pourrait faire alliance avec vous ? Pourquoi pas, s'il veut, mais ce que je remarque, Marine Le Pen lui fait du pied aussi. Mais justement, ce que je remarque, cher Arnaud Montebourg, c'est qu'il y a certains thèmes. Manifestement, on pourrait dire des choses ensemble. Pas de problème. Protectionnisme solidaire, l'importance de la souveraineté. Sauf qu'il reprend, j'allais dire, les vieilles recettes qui avaient été proposées par Jean-Pierre Chevènement, raison pour laquelle j'avais quitté Jean-Pierre Chevènement en 2003, sur l'idée que finalement, on peut rassembler gauche-droite. Il va voir monsieur le candidat LR. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. Petit trou de mémoire matinal. Il va voir Xavier Bertrand. Bon. Moi, je pense que quand on fait ça, inévitablement, quand on pense qu'on peut s'allier avec des secteurs de la droite, au bout d'un moment, on fait un programme économique qui est vraiment plus que modéré, qui peut séduire la droite. Et du coup, on n'est pas véritablement une proposition comme il faut aujourd'hui. C'est-à-dire Cambadélis, y compris un bon candidat PS. J'en sais rien. Alors franchement, ça, c'est leurs affaires. Voilà, c'est leurs affaires. Bon, mais je sais que certains socialistes regardent ce que nous faisons, parce qu'au Parti socialiste, et militants, responsables même par les élus, il y a des gens qui pensent que on représente quand même ce qu'est la gauche en théorie, quoi. C'est-à-dire la planification écologique, le partage des richesses, la 6e République. Voilà, je sais qu'on est regardé de ce côté-là, et tant mieux. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.